Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre en direct les questions cribles thématiques sur le thème de la situation de la médecine libérale en France. Les questions cribles thématiques, vous le savez, c'est l'occasion pour les sénateurs de poser leurs questions à un membre du gouvernement. Aujourd'hui, c'est la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui va affronter les différents intervenants au Sénat. Les échanges s'annoncent musclés alors que de nombreux médecins libéraux ont prévu de manifester le 15 mars prochain contre le projet de loi de santé de Marisol Touraine. Un projet de loi de santé qui devrait être au cœur des questions des sénateurs avec des thèmes comme le tiers payant, les conditions d'exercice de la médecine libérale et sa place dans notre système de soins. Je vous retrouve pour ma part à la fin des questions cribles pour faire le point. Tout de suite, retrouvez les questions cribles thématiques en direct dans l'hémicycle. Et Public Sénat. Et pour commencer, la première des questions sera celle de Madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je sais l'engagement du gouvernement et votre volonté de construire des solutions concrètes face à la désertification médicale qui pénalise de nombreux citoyens dans notre pays. Vous avez, Madame la Ministre, dans le cadre du pacte territoire santé engagé en 2012, décidé de réformes de fond qui ne manqueront pas de porter des fruits à court et à moyen terme. Outre les réformes de la formation médicale, les accompagnements à l'installation, le développement du travail en réseau, qui sont autant d'avancées, vous avez aussi soutenu le développement des maisons de santé. Ces centres pluridisciplinaires représentent une solution aux besoins de la population, notamment dans les secteurs en désertification médicale ou en risque de le devenir. La FEHAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, recommande et soutient fortement cette orientation. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer l'état des lieux et le plan de développement de ces maisons de santé à l'échelon national? Par ailleurs, à l'occasion de la loi de santé, les inquiétudes s'expriment tant du point de vue du corps médical qui craint de ne plus pouvoir s'installer librement que de celui des patients et des patientes qui se verraient imposer un médecin. Pourriez-vous nous préciser, Madame la Ministre, quelle est votre orientation en matière de liberté d'exercice de la médecine et de liberté de choix pour les patients? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Meunier. Vous avez souligné l'importance que le gouvernement accorde à la présence médicale dans l'ensemble de nos territoires. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous sommes confrontés dans certains territoires à un manque de professionnels de santé, des médecins, mais pas uniquement des médecins, je veux l'indiquer, d'autres professionnels de santé. Je veux insister sur les principes qui fondent l'organisation de la médecine libérale et auquel vous avez fait allusion à la fin de votre intervention. La liberté d'installation des médecins n'a pas été, n'est pas et ne sera pas remise en cause par le gouvernement. Et la meilleure preuve en est que le pacte territoire santé qui a été élaboré il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour permettre l'installation de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs professionnels dans nos territoires, c'est tout entier concentré sur des mesures d'incitation, c'est-à-dire d'attractivité. Le pari que fait le gouvernement, c'est de rendre plus attractifs les conditions d'exercice des professionnels de santé libéraux pour valoriser et mieux reconnaître cette médecine libérale. Donc liberté d'installation des médecins, liberté évidemment qui va de pair du choix de son médecin par le patient. Et c'est ainsi que nous encourageons les maisons pluriprofessionnelles de santé. En 2012, il y en avait moins de 200, 170 environ. Elles sont plus de 600 aujourd'hui. 200 devraient ouvrir en 2015. C'est une révolution concrète dans l'accès aux soins. C'est une manière de travailler qui répond aux attentes des professionnels, aux attentes de nos concitoyens. Et c'est dans ce sens que j'ai l'intention de continuer à œuvrer avec l'ensemble des professionnels de santé. Merci, Madame la Ministre. Madame Michèle Meunier.
Madame la ministre, de ces propos qui viennent lever certaines ambiguïtés ou malentendus, notamment sur la liberté d'installation et la liberté du choix de son médecin. Quant aux maisons de santé, je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en travailler dans votre projet de santé prochainement. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Gérard Roche pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question portera plus sur la médecine générale. Au fil des décennies, notre système de santé est devenu de plus en plus performant sur le plan technique et donc de plus en plus spécialisé, ce qui correspond à l'évolution naturelle des besoins en santé d'un pays moderne. Mais au fur et à mesure que cette tendance s'est affirmée, la médecine généraliste s'est sentie dévalorisée. Cette médecine est pourtant essentielle, elle constitue les fondations de notre système de santé, elle prend en charge la globalité de la personne et l'accompagne dans son parcours de soins. En conséquence, le champ de compétences entendu du médecin généraliste est toujours très large, multidisciplinaire, englobant bien sûr l'urgence, la pédiatrie aiguë, pour ne citer que ces exemples. Dans ces conditions, le manque d'entrée suscité chez les jeunes qui se lancent dans cette profession est extrêmement problématique. Sa concrétisation en spécialité à part entière n'a hélas pas assez changé les choses et la médecine générale reste encore insuffisamment reconnue, elle doit être revalorisée. Cette revalorisation devrait se faire sur plusieurs plans. Celui de la formation, bien sûr, puisque le médecin généraliste doit pouvoir faire face à des fonctions réelles d'urgentiste, de pédiatre, de psychiatre, etc., comme je viens de le dire. La question de la rémunération se pose, mais elle n'est pas essentielle à mon avis. La surcharge de travail administratif compte également et cet argument a été largement développé lors des dernières grèves. Ce qui entre en jeu de façon majeure, c'est la solitude pour assurer le poids des responsabilités, la fatigue, voire l'usure de devoir assumer la permanence des soins. Madame la ministre, vous favorisez les regroupements dans des maisons médicales et nous nous en félicitons. Mais l'angoisse de nos populations face à la désertification médicale reste très grande et il m'a semblé important de vous entendre à ce sujet dans le contexte actuel pour nous dire quelles actions vous entendez mener pour revaloriser la médecine généraliste. Madame la ministre, je me permets de vous le demander car à titre personnel, je puis attester qu'il s'agit d'un métier très exigeant mais aussi d'un très beau métier et pour certains au-delà du métier d'une vocation. Bon, le docteur Roche vous questionne, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, docteur Roche, je veux vous dire que vous avez raison d'insister sur l'importance de la médecine générale et des médecins généralistes, parce que l'on parle de la médecine générale, mais derrière ce terme, il y a des femmes, des hommes engagés au quotidien auprès de leurs patients. Et je veux ici, de façon très solennelle, réaffirmer l'importance de ces médecins généralistes, qui sont le plus souvent d'ailleurs nos médecins traitants, dans la loi que je porte, parce que l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que leur rôle soit mieux valorisé, mieux identifié, mieux reconnu dans le parcours de soins et dans l'organisation des soins de proximité. Cela passe par une valorisation de la formation des futurs médecins généralistes. C'est pour cela que j'ai insisté sur la nécessité de faire des stages et de multiplier le nombre de médecins qui sont maîtres de stage. Les résultats sont là. Les 2/3 des étudiants ont effectué un stage de médecine générale en 2014. Ils étaient 40% seulement en 2011 et cela leur donne le goût de ce métier. J'ai par ailleurs demandé au professeur Pierre-Louis Druet, qui est le président du Collège de la médecine générale, de me faire des propositions pour prolonger ces actions et renforcer la place de la médecine générale. Je veux rappeler également que des revalorisations sont intervenues à travers des forfaits que j'ai mis en place en 2012 pour les médecins traitants, forfait pour l'ensemble des patients suivis par ces médecins, revalorisation spécifique de la consultation pour les personnes âgées qui est plus souvent pratiquée par les médecins généralistes. Il y a eu donc là des actes de revalorisation financière concrète à destination des médecins traitants, médecins généralistes, dont je veux réaffirmer avec vous la place centrale dans notre système de soins. Merci Madame la ministre. Gérard Roche. Juste un mot pour remercier Madame la ministre qui a dit les mots que nous attendions et que nous voulions entendre. Très bien. Ça, c'est un bonheur. La parole est maintenant à notre collègue Isabelle Debré pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord, je souhaite réaffirmer notre attachement à la médecine libérale et la confiance que nous lui portons. La médecine libérale, c'est la liberté pour le médecin de choisir les modalités d'exercice de son activité, mais c'est aussi la liberté pour le patient de choisir son médecin traitant.
Cette liberté est malheureusement mise à mal par le projet de loi relatif à la santé que vous avez présenté le 15 octobre dernier. Les protestations et la mobilisation des professionnels de santé vous ont néanmoins contrainte, Madame la Ministre, à reporter l'examen de votre projet de loi. Quelles sont les raisons profondes de cette mobilisation? Tout d'abord, le manque de concertation avec la profession, ce qu'a d'ailleurs reconnu notre collègue député socialiste et rapporteur général Gérard Bapt. Par ailleurs, les médecins ont la douloureuse impression que l'État vient de rompre le contrat passé avec les professionnels libéraux. En effet, comment ne pas voir, à travers la réforme proposée, une forme d'étatisation poussée de la médecine de ville? Pour renouer le dialogue et relancer la concertation, vous avez mis en place 4 groupes de travail. Or, cette concertation vient une nouvelle fois de prendre fin avec le départ des principaux syndicats de médecins libéraux des groupes de travail, notamment celui sur le service public hospitalier. Pourquoi? Parce que le service public hospitalier que vous proposez de mettre en œuvre est profondément inégalitaire au détriment de la médecine libérale. Dans ce contexte, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes. Allez-vous revenir sur les sujets qui inquiètent l'ensemble des professionnels libéraux? Quels seront l'esprit et le contenu réel du texte sur lequel le Parlement sera amené à travailler? Et quel sera le calendrier retenu? Je vous remercie. Madame la ministre de la Santé, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Isabelle Debré, je réaffirme à nouveau, comme je l'ai fait il y a quelques instants, mon attachement aux principes qui sont ceux de la médecine libérale et ma confiance dans les professionnels de santé libéraux, les médecins, mais encore une fois, l'ensemble des professionnels, parce que notre système s'appuie aussi, repose aussi sur les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les sages-femmes, les pharmaciens et bien d'autres encore. Liberté d'installation, liberté du professionnel, du choix du professionnel par les patients. Et je veux rappeler que l'enjeu de la loi que je porte, c'est de répondre à la montée de certaines inégalités de santé. Un rapport récent a indiqué que l'état de santé global de la population française était bon, mais que derrière ces moyennes se cachaient, en quelque sorte, ne se cachent pas vraiment, des inégalités. Modernisation donc de notre système de santé par le renforcement de la prévention, par le renforcement de la médecine de proximité, notamment à travers la confiance accordée à la médecine générale, et puis par modernisation, par le soutien aux patients. Une concertation s'est engagée notamment sur les soins de proximité, qui est très fructueuse et qui, en dehors des caméras, se passe de manière extrêmement positive. Et je retiendrai beaucoup des propositions qui sont faites parce que je considère qu'elles enrichissent le texte de loi que je propose sur la place des médecins de proximité, sur leur rôle et leur mobilisation pour proposer des projets de coopération. Et donc je veux vous rassurer, Madame la sénatrice, le travail se poursuit, il se poursuit bien et il permettra d'améliorer sensiblement la rédaction de la loi sur un certain nombre de sujets qui préoccupent les professionnels de santé aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, je ne suis pas certaine d'avoir été rassurée, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez compter sur nous pour défendre le maintien en France d'une médecine libérale d'excellence. Nous veillerons aussi à ce que la liberté de choix des patients, choix de leur médecin, choix de leur établissement privé ou public soit sauvegardée. Et ça, vous pouvez compter sur nous, Madame la Ministre. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue Gilbert Barbier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis Hippocrate, la médecine est un art. L'art de comprendre les maladies et de les prévenir, de les guérir ou de les soulager. Mais avec l'avènement de l'ère scientifique, avec le développement de techniques d'investigation complémentaires de plus en plus sophistiquées et l'augmentation du nombre des spécialisations, la médecine serait-elle devenue une science? La relation entre le médecin et le malade, au cœur du processus thérapeutique, est mise à mal. Le médecin d'autrefois, qui connaissait l'histoire des patients et prenait le temps de les écouter, ont laissé la place à des techniciens, à des prescripteurs. Et les patients se sont transformés en clients, en consommateurs de soins.
Le dialogue singulier est réduit à sa plus simple expression. Nous sommes face à une dualité difficilement conciliable entre la médecine en tant que telle, celle qui est le fondement même de la médecine libérale, et la politique de santé, qui concerne bien sûr les pouvoirs publics et les financeurs. La question est bien de savoir où se situe le curseur pour respecter les droits et les devoirs des uns et des autres. Faut-il être en conflit permanent, sachant bien sûr que les pouvoirs publics sont en position de force, essentiellement par le contrôle du financement? Rompre cet équilibre subtil, par exemple avec le tiers payant généralisé ou d'autres contraintes administratives, risque de faire basculer ce qui reste de la liberté dans ce secteur vers une organisation étatique où ce mot « liberté » n'aura plus de sens. Est-ce que dans ce système, le patient, qui doit être notre seule préoccupation, y trouvera son compte? Je n'en suis pas certain. Au-delà du problème de la santé, nous en sommes dans un débat idéologique et philosophique. Et je souhaiterais, Madame la Ministre, connaître comment vous abordez cette question fondamentale. Vous avez la parole, Madame la Ministre, pour répondre à la question de Monsieur Barbier. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Barbier, beaucoup de questions en réalité dans l'intervention que vous avez faite, parce que je peux vous rejoindre sur la nécessité de valoriser la médecine humaniste, la médecine clinique aujourd'hui, qui a parfois tendance à être moins valorisée, moins identifiée, moins reconnue qu'une médecine plus technicienne, qui pour autant est nécessaire lorsque l'on pense par exemple à la radiologie, à l'imagerie ou à la chirurgie. Et qui peut dire qu'il faut opposer l'une à l'autre, puisque nous avons évidemment aussi besoin de ces actes techniques qui font partie intégrante de la médecine, même si en répondant à Monsieur Roche, en répondant à Madame Meunier ou même à Madame Debré à l'instant, et en insistant sur la place de la médecine générale, j'ai bien voulu indiquer que c'est cette relation particulière du médecin avec son malade, cette relation qui permet d'écouter, mais aussi de se livrer à l'examen clinique, qui est la porte d'entrée dans notre système de santé. Et puis vous avez évoqué d'autres sujets qui au fond sont assez éloignés de celui-là, qui consiste à vous inquiéter de la mise sous tutelle excessive des professionnels de santé et des médecins de la part des financeurs. Et au fond, vous posez la question qui agite parfois les médecins ou qui inquiète certains d'entre eux, de la mise en place possible par les organismes complémentaires, par exemple, de réseaux de soins. Je veux profiter de l'occasion que vous me donnez pour dire qu'il n'y a pas de réseau de soins qui concerne les médecins, qu'il n'y aura pas, et qu'il n'y a pas dans la loi de santé, qu'il n'y aura pas de disposition soumettant les médecins libéraux à des prescriptions, si j'ose dire, de la part des complémentaires de santé, ce qui n'exclut évidemment pas de la part de l'assurance maladie la régulation des dépenses de santé que vous appelez par ailleurs de vos vœux à l'occasion des débats réguliers sur les financements de la sécurité sociale. Notre collègue Gilbert Barbier pour répondre. Merci de ces propos un petit peu rassurants, Madame la Ministre. Nous verrons au moment de la discussion de cette loi. Je crois qu'il y a un point quand même fondamental qu'il faut aborder, c'est la formation initiale qui, pour le patient, pose un problème véritable. L'art médical, certes, c'est un art de soin, c'est aussi un art d'accompagnement, ce qui me semble un peu en contradiction avec la politique de prime à la performance qui a été mise en place il y a quelques années. Ce nouveau mode de rémunération comporte, à mon sens, un véritable risque de stérilisation de l'initiative et en raison de la tendance à récompenser le conformisme. Je l'ai dit, la médecine est un art. Votre système a tendance à gommer l'excellence, à nier la notoriété acquise par la qualité des praticiens. Comme votre acharnement concernant les contraintes d'installation qui ont été évoquées et contre les dépassements d'honoraires, où il aurait seulement fallu traiter les dépassements manifestement abusifs. Je pense que le nivellement par le bas vers lequel nous allons ne se fera pas au bénéfice des patients. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Aline Archambault pour le groupe écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, ma question porte sur la médiation sanitaire.
La médecine libérale se heurte aujourd'hui à une double difficulté. D'un côté, les médecins se plaignent de tâches administratives de plus en plus lourdes. Beaucoup craignent d'ailleurs que la généralisation du tiers payant en amplifie ce phénomène. Comme cette mesure est, selon nous, indispensable, et je salue d'ailleurs, Madame la Ministre, votre opiniâtreté sur le sujet, il faut trouver une solution pour la mettre en œuvre sans pour autant complexifier les conditions d'exercice des médecins. D'un autre côté, les patients, notamment les plus modestes, se heurtent aussi à des difficultés d'accès aux droits sociaux, aux soins et à la santé. Une partie de la solution doit, me semble-t-il, reposer sur le développement de nouveaux métiers, et notamment ceux de la médiation sanitaire, qui visent à améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins. Les professionnels de la médiation sanitaire travaillent à la fois avec les patients, avec les professionnels de santé, avec les administrations, avec les services publics. Ils jouent le rôle d'interface pour construire à terme un accès facilité au système de droit commun. Alors, Madame la Ministre, ma question est double. Premièrement, comment inciter les médecins libéraux à s'appuyer davantage sur les professionnels de la médiation sanitaire? Les nouveaux modes de rémunération ne pourraient-ils pas intégrer ce critère? Deuxièmement, avez-vous l'intention de permettre que ces métiers soient reconnus, de leur donner un vrai statut et de développer des filières de formation initiale et continue à ces métiers? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Aline Archimbaud, je veux saluer, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, votre opiniâtreté aussi à lutter contre les inégalités de santé. Et ça a été tout l'enjeu du très remarquable rapport que vous avez remis au Premier ministre Jean-Marc Ayrault il y a quelque temps et qui inspire certaines des dispositions de la loi de santé. Ce matin même, le Premier ministre Manuel Valls recevait, j'étais présente à ses côtés, le comité Alerte des associations de lutte contre la pauvreté et qui évoquait, comme vous le faites, la nécessité de mettre en avant des dispositifs qui permettent d'accompagner les personnes les plus éloignées du système de santé vers les soins, notamment en favorisant ce que vous appelez de vos voeux la médiation sanitaire. Et c'est pour cela que sera financé dans le cadre du plan pauvreté seront financées des mesures de médiation sanitaire, un dispositif nouveau, et que ce dispositif sera reconnu explicitement dans la loi de santé qui permettra des expérimentations en la matière. De quoi s'agit-il? Il s'agit concrètement de permettre aux acteurs de terrain, quels qu'ils soient, des collectivités locales, des associations, des professionnels de santé, tout organisme qui intervient dans le champ des soins ou de la prévention, de s'engager pour accompagner des personnes qui sont éloignées des dispositifs de soins, qui sont éloignés des hôpitaux, des médecins et qui ont besoin d'en être rapprochés. Dans le même temps, je vais confier à la Haute Autorité de Santé la mission d'élaborer un cadre pour définir la formation de ces professionnels, un cadre de référence en matière de compétences et permettant aussi ce cadre de préciser les modalités déontologiques de l'intervention. Vous le voyez, Madame la sénatrice, je suis, comme vous l'êtes, très attentive à ce que la médiation sanitaire puisse se développer. Madame Archimbaud. Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre réponse et surtout de ce que vous nous indiquez comme mesure concrète, si j'ai bien compris, bientôt opérationnelle, pour reconnaître une pratique professionnelle qui existe aujourd'hui, parfois dans certains endroits depuis 10 ans, mais avec des métiers qui en même temps ne sont pas reconnus, doivent être, dont les porteurs doivent chaque année chercher des financements parce que c'est très compliqué, et les formations sont en effet aujourd'hui encore dans quelques universités, mais très rares. Donc je vous remercie plus généralement de comprendre notre préoccupation, l'ouverture, la facilitation de l'accès aux droits et l'accès à la santé ne doivent pas, selon nous, être vus comme des dépenses supplémentaires, mais bien comme un investissement qui permet assez vite, d'ailleurs, de faire que les personnes sont moins malades et donc également que sur le plan financier, les pouvoirs publics ont moins de dépenses. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.
La parole est maintenant notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain et citoyen. Vous avez la parole, mes chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la situation de la médecine libérale ne peut être déconnectée de l'organisation de notre système de santé dans la complémentarité, la coopération et non la concurrence. Qui dit organisation dit notamment organisation territoriale, ce qui nous conduit à aborder une réalité connue de toutes et de tous, notamment dans cet hémicycle, celle des déserts médicaux. Le Sénat a d'ailleurs produit un rapport d'information sur cette question en février 2013. On sait que la répartition disparate sur le territoire des professionnels de santé rend plus difficile l'accès aux soins pour les citoyens et engendre de véritables inégalités. Force est de constater qu'il y a des déserts médicaux dans quasiment tous les départements, ruraux comme urbains. Ils concernent aussi bien les médecins généralistes que les spécialistes et globalement tous les professionnels de santé. Je ne peux malheureusement pas intervenir longuement sur les travaux du géographe Emmanuel Vigneron qui mettent en évidence combien l'accès aux établissements de santé, aux urgences, est très variable et a des répercussions évidentes sur la santé de nos concitoyens. Tout ceci pose la question de la nécessaire articulation entre la médecine libérale et les centres de santé notamment. Or, les centres de santé ne sont pas soutenus, alors qu'ils permettent une proximité de soins et ont le mérite d'offrir une réponse complémentaire au système actuel, à la fois pour des professionnels de santé qui ne souhaitent pas exercer en libéral et pour des patients qui trouvent dans ces centres une réponse satisfaisante, tant d'un point de vue de la qualité de la prise en charge que de la possibilité de pouvoir bénéficier du tiers payant intégral. Dès lors, Madame la Ministre, je vous poserai deux questions complémentaires. L'une touche le nombre insuffisant de professionnels de santé avec leur répartition, l'autre la pratique médicale elle-même. Envisagez-vous de changer le mode de calcul du numerus clausus absent de votre pacte territoire santé et de votre projet de loi santé en ne partant plus du principe de plafond qui limite, mais plutôt d'un plancher minimum qui assurerait un nombre suffisant de professionnels médicaux et paramédicaux? Quelles mesures incitatives pour une installation dans les zones mal desservies? Et quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour conforter et développer les centres de santé au lieu de les mettre en concurrence avec les maisons de santé qui répondent à d'autres missions? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Laurence Cohen, les enjeux de désertification médicale renvoient à la mise en place de structures qui soient attractives pour les professionnels libéraux ou à l'implantation de centres de santé. Je ne veux pas insister sur ce point parce que je veux répondre sur les centres de santé. Je ne crois pas que le numerus clausus soit la réponse principale puisque les enjeux sont ceux de la répartition des professionnels sur le territoire plus que de leur nombre. J'aurai l'occasion très prochainement par une visite de marquer ma reconnaissance et l'importance que j'accorde aux centres de santé dans notre système de soins. Ils sont un partenaire indispensable dans certains territoires, mais au-delà de ces territoires, dans notre système de manière plus générale. Et je veux dire que j'ai souhaité que les centres de santé soient pris en compte au même titre que les maisons pluriprofessionnelles libérales, en tenant compte de leurs spécificités pour ce qui est de leur financement. Ainsi, des négociations spécifiques sur la rémunération d'équipe dans les centres de santé sont engagées avec l'assurance maladie et la loi de santé reconnaîtra et facilitera leur financement par l'assurance maladie, donc dans quelques semaines. Il y a peu de temps, j'ai annoncé que je voulais valoriser leurs compétences en leur permettant, par exemple, de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse instrumentales, dès lors, bien sûr, que les conditions de sécurité sont respectées. J'ai demandé aux agences régionales de santé de favoriser la mise en place de centres de santé dans les territoires où c'est nécessaire. Il y a, par exemple, en Île-de-France, plus de 300 centres de santé d'ores et déjà et un programme de développement existe. Vous le voyez, Madame la sénatrice, les centres de santé ont un rôle majeur à jouer dans l'offre de soins en direction des patients et c'est un rôle que je souhaite reconnaître et conforter. Madame Laurence Cohen. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je ne vais pas épiloguer sur le numerus clausus qui s'adresse à tous les professionnels. Je suis moi-même orthophoniste en exercice et je peux vous dire qu'il manque des orthophonistes dans ce pays et sur tous les territoires. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment ravie que vous souteniez dans cet hémicycle les centres de santé. Je suis moi-même signataire de l'appel Pacte d'avenir des centres de santé et je pense que c'est très important, effectivement, d'avoir un appui au niveau de votre ministère. Ce que je souhaite, c'est que cet appui ne soit pas seulement moral, effectivement,
mais qu'il ait des incidences en soutenant en termes de moyens financiers et de moyens humains. Et j'espère également que les 20 recommandations qui ont été préconisées par le rapport de l'IGAS soient aussi suivies et puissent être mises en application afin effectivement d'impulser un mouvement de développement des centres de santé dans tous les territoires et pour toutes les populations qui en ont besoin. Et je crois que c'est un appel aujourd'hui à la suite de ce débat. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Anne-Emery Dumas pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, parmi toutes les mesures prises par le gouvernement en décembre 2012 pour lutter contre les déserts médicaux et favoriser l'implantation des médecins libéraux dans les territoires classés en zone prioritaire d'exercice, la création du contrat de praticien territorial de médecine générale devait permettre à de jeunes praticiens de s'installer dans les zones sous-dotées en sécurisant financièrement et socialement les premiers mois d'installation. Après 2 années de fonctionnement du pacte territoire santé, on constate sur le terrain que cette aide est d'autant plus efficace qu'elle se complète par la possibilité donnée aux jeunes médecins d'exercer au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire et que la combinaison de ces 2 mesures a permis une amélioration sensible de la situation des zones défavorisées en matière d'offres médicales. Par ailleurs, les difficultés constatées en matière de médecine générale existent également en matière d'accès aux consultations de spécialistes. Et si la densité de généralistes varie de 1 à 2 sur le territoire national, celle des spécialistes varie de 1 à 7, avec une réelle pénurie dans certaines spécialités, dans les départements ruraux notamment, qui ont conduit des collectivités locales à s'engager dans des expérimentations de maisons des spécialistes sur le modèle des maisons médicales. Quelle amélioration attendez-vous, Madame la Ministre, de la création dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 du contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire et pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs chiffrés que vous avez assignés à cette mesure pour l'année 2015 ? Pour vous répondre, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Emery Dumas, vous mettez l'accent sur une des dispositions phares de ce que j'ai appelé le pacte territoire santé qui comporte toujours 12 mesures pour faciliter l'implantation de professionnels de santé dans des territoires qui en manquent. Et parmi ces 12 mesures, dont l'incitation à créer des maisons pluriprofessionnelles et les centres de santé qui figuraient déjà dans ce pacte territoire santé, il y a la création des praticiens territoriaux de médecine générale qui ont rencontré un très grand succès. Ce sont des jeunes médecins généralistes pour le moment qui sont incités à aller s'installer dans des territoires sous-dotés, notamment à travers des dispositions de couverture sociale qui sont améliorées. Ce dispositif a rencontré un grand succès, il y en aura bientôt 400, il y en a 17 dans votre région de Bourgogne, il a rencontré un tel succès que j'ai souhaité élargir le dispositif puisque des élus, comme vous-même, m'ont fait remonter la nécessité d'inciter à l'installation de spécialistes. Et la dernière loi de financement de la sécurité sociale a donc prévu la création de ces praticiens territoriaux de médecine ambulatoire. L'objectif pour l'année 2015, c'est 200 installations de ces jeunes médecins spécialistes qui peuvent être des pédiatres, des ophtalmos, toutes spécialités qui répondraient à une demande locale et qui, là encore, sont encouragées, en particulier par la mise en place d'une couverture sociale améliorée qui est particulièrement intéressante pour les jeunes femmes médecins. Vous le voyez, Madame la sénatrice, nous travaillons pour faire en sorte que les médecins, les jeunes professionnels aient envie, soient incités à aller s'installer dans des territoires où les patients attendent de nouveaux médecins. Madame Emery Dumas. Oui, merci beaucoup, Madame la Ministre, de ces précisions qui vont, je crois, dans le bon sens pour nos zones rurales sous-dotées, parce que, comme un certain nombre de collègues l'ont manifesté, il est important que le patient puisse avoir le choix de son médecin, mais pour ça, il faut effectivement que le choix puisse exister sur les territoires, et les mesures que vous préconisez sont de nature à permettre un meilleur choix, une meilleure offre territoriale. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue, Madame Catherine Deroche, pour le groupe Union pour un mouvement populaire.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis plusieurs mois, et j'avais eu l'occasion de vous alerter en décembre dernier, votre projet de loi provoque colère et inquiétude des professionnels de santé. Devant une mobilisation sans précédent, vous aviez dû reporter une première fois l'examen de la loi santé à la mi-février. Ce sera finalement fin mars, après la grande manifestation des internes et des praticiens libéraux le 15 mars prochain, que ce texte décrié sera examiné à l'Assemblée nationale. À ce sujet, je voudrais souligner l'unité de l'ensemble des syndicats, unité suffisamment rare en effet pour la mettre en exergue. Parmi les mesures qui provoquent des crispations, la généralisation du tiers payant. Outre un risque de déresponsabilisation des patients, tous les syndicats de médecins, même ceux qui vous sont plutôt favorables, dénoncent la complexité de la mesure et la surcharge de travail qu'elle va générer pour les médecins. À l'occasion de sa conférence de presse, le 5 février dernier, le président de la République avait annoncé, je cite, que le tiers payant ne sera mis en place que si un mécanisme simple est trouvé pour les professionnels de santé. Les problématiques sont connues, vérification des droits des assurés, mise à jour des droits, sans parler de la gestion des impayés auxquels les médecins vont devoir faire face en cas de problème de droit, de changement de caisse, de carte vitale qui ne sont plus à jour. Les médecins seront désormais payés par l'assurance maladie et par les complémentaires santé, soit plus de 600 organismes que les médecins devront contacter en cas de problème de remboursement. Le coût estimé du tiers payant est de l'ordre de 3,50 € par acte. Qui va s'occuper de cette surcharge administrative? Les médecins. Vous allez sans doute nous dire que ce système fonctionne très bien dans les pharmacies, mais les médecins n'ont pas de secrétariat pour s'occuper du tiers payant. Donc je souhaiterais savoir où en est la négociation en cours à ce sujet. Je n'ai pas parlé des autres sujets qui fâchent, tels que le service public hospitalier des cliniques et la recentralisation des pouvoirs autour de l'ARS. C'est vrai que votre projet de loi inquiète beaucoup les professionnels de santé et si on doit s'attaquer aux enjeux stratégiques, au déséquilibre de notre système de santé, il met en doute pour certains un attachement réel du gouvernement à la médecine libérale qui pourtant fait, aux côtés de nos hôpitaux publics, la réputation d'excellence de notre pays. Bien, pour vous répondre, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice de Roche, ce projet de loi de santé, quelle est son ambition? Son ambition, c'est de faire en sorte que certaines inégalités de santé puissent être réduites. Avant, si l'on pouvait espérer les faire disparaître, mais d'être réduites. Et cela passe notamment par la facilitation de l'accès aux soins. Cela passe aussi par le développement de la prévention, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller voir des professionnels pour être accompagnés et pas simplement soignés, et par d'autres mesures de ce type-là. Le tiers payant est une des mesures qui est ainsi proposée. Le tiers payant existe déjà. Et environ 30% des actes des professionnels, des médecins, je ne parle pas des pharmaciens, 30% des actes sont réalisés en tiers payant. Les bénéficiaires de la CMU bénéficient déjà du tiers payant. Les anciens détenus pendant une période transitoire bénéficient du tiers payant. Les malades à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficient du tiers payant. Et il y a donc eu des étapes. On pourrait aussi parler des cabinets de radiologie, des cabinets de biologie dans lesquels il y a souvent le tiers payant. Donc l'objectif, c'est évidemment de réfléchir à un dispositif qui soit simple. Il n'est pas question de complexité administrative. Un système qui ait des garanties de paiement qui peuvent être inscrites dans la loi, Madame la sénatrice, je n'ai aucun problème pour cela. Et c'est un engagement que j'ai pris et autour duquel nous travaillons avec les financeurs et avec les professionnels de santé. Et donc, si nous devons travailler à cela, c'est pour garantir un système qui ne coûte pas d'argent, qui ne coûte pas de temps aux professionnels de santé, et c'est le sens des discussions qui sont actuellement menées. Et je souhaite que nous puissions trouver des dispositifs qui satisfassent les préoccupations de chacun. Merci, Madame la Ministre. Merci Madame Catherine la Ministre. En effet, j'entends bien, en effet, certains sont déjà au tiers payant. Néanmoins, ce qui inquiète, c'est une généralisation qui, en termes de temps, sera quand même beaucoup plus lourde pour les cabinets. Et si en effet on peut parler des laboratoires, des centres de radiologie, le médecin généraliste qui est tout seul chez lui, sans secrétaire souvent, s'il doit en plus faire sa comptabilité le soir avec la complexité que ça représente, moi je l'ai vécu à titre personnel et familial, c'est
très lourd parfois. Je veux dire, ils n'ont plus le temps de se centrer sur leur véritable mission. Alors vous nous dites, on va trouver un procédé simple, mais c'est ce qu'ils attendent depuis des mois, que vous leur disiez quel sera le procédé simple et quelle sera la procédure simple qui ne, justement, ne fasse pas cela. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas la réponse. Et, ma chère collègue, la parole est à notre collègue Daniel Chassaing pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame le Ministre, ma question, Madame la Ministre, se décompose en 3 parties. La première question a trait à la situation des médecins libéraux en zone rurale ou hyper rurale qui sont de moins en moins nombreux pour vouloir s'y installer. Alors pour toutes sortes de raisons qui ne sont en rien exhaustives, l'impossibilité de travailler plus de seulement 35 heures, les difficultés liées aux inévitables déplacements sur des distances longues, l'idée peut-être aussi que les cabinets en zone rurale sont moins rentables qu'en zone urbaine. Enfin, tout ça risque d'entraîner des déserts médicaux. Je vous demande ainsi votre sentiment sur un projet plusieurs fois évoqué ici ou ailleurs et qui à ce jour ne s'est pas concrétisé, attribuer aux étudiants en médecine une allocation annuelle d'État qui pourrait être de 3, 4 ou 5 000 euros à partir de la 2e année jusqu'à la 5e année. Cela pourrait être un ascenseur social, à condition qu'ils s'engagent à s'installer en milieu rural pour un certain nombre d'années, 10 ans par exemple. En effet, la combinaison des maisons de santé pluridisciplinaires et des subventions après le diplôme ne suffira pas, même si c'est un plus. Le deuxième porte sur le numerus clausus, dont nous sommes nombreux à penser qu'il faut l'élargir si l'on veut un jour faire face aux besoins sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Actuellement, en effet, le nombre de médecins, soit ressortissants de la communauté européenne, soit tout bonnement étrangers, s'installe en France au détriment des étudiants en médecine français qui restent aux portes de la faculté en raison d'un examen hyper sélectif dans lequel on exige une moyenne de notes supérieure à ce qui est demandé dans d'autres pays, 10 en Roumanie en particulier, contre 13 ou 14 en France. Cette situation est donc non seulement injuste, la moitié des médecins sont des étrangers dans les hôpitaux périphériques au détriment de nos compatriotes, mais aussi problématique, puisque au bout du compte, le résultat est qu'on manque de médecins en France. Troisième point concerne les maternités offrant un seuil inférieur à 300 accouchements par an, dont un récent rapport de la Cour des comptes prône la fermeture. Le problème est que plusieurs d'entre elles sont situées en milieu rural ou hyper rural et offrent de ce fait un service évident de proximité, à condition bien sûr de garantir un travail en équipe avec des maternités de type 3 où l'on trouve des équipes de réanimation néonatale et réanimation des parturientes. Je conclus. C'est le cas de celle d'Ussel dans mon département qui, si elle disparaissait, créerait un vide dans les services de proximité, une situation de danger pour les parturientes domiciliées à plus d'1 heure de voiture d'une structure de rechange. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez un peu consommé votre temps de réplique, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Chassaing, plusieurs questions. En effet, vous évoquez d'abord le sujet du numerus clausus que j'ai abordé. La France ne manque pas de médecins. Il y a par habitant, par millier d'habitants, plus de médecins en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est leur concentration dans certains territoires au détriment d'autres territoires. D'où les mesures que j'ai mises en place pour inciter les jeunes professionnels à aller s'installer dans des territoires sous-dotés. Et parmi ces mesures, monsieur le sénateur, il y a la mise en place de bourses qui vont de 800 à 1500 euros par mois et qui permettent aux étudiants en médecine, mais aussi désormais aux étudiants en odontologie, de bénéficier d'un soutien pendant leurs études, en échange de quoi ils s'engagent à s'installer pendant un certain nombre d'années dans des territoires dans lesquels il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé. Ce dispositif rencontre un grand succès puisque 881 étudiants, très exactement, ou internes, ont opté en 2014
2014 pour le versement d'une bourse en contrepartie de cette installation. Et 76 contrats ont été signés avec des étudiants en odontologie. C'est une nouveauté que j'ai introduite donc en 2013. Et dans votre région Limousin, 22 de ces contrats ont ainsi été signés. Vous évoquez enfin, monsieur le sénateur, le cas de maternité comme celle du sel, disons les choses simplement, qui font moins de 300 accouchements par an. La Cour des comptes n'a pas indiqué qu'il fallait fermer ces maternités. Elle a demandé à ce qu'il soit qu'on soit attentif à leurs conditions de sécurité, et c'est le cas notamment à Ussel, puisqu'il y a eu un renforcement des équipes de gynécologues obstétriciens, pédiatres et anesthésistes qui permettent de conduire des coopérations médicales avec les établissements voisins. C'est donc une réponse adaptée qui est apportée dans nos territoires. Allez, quelques secondes, Monsieur Chassaing, par bonté absolue. Pardon. En ce qui concerne, pour moi et beaucoup d'autres, le non-élargissement du numerus clausus, qui n'est pas récent, mais qui est constant depuis 15 ans, semble une faute très préjudiciable pour nos territoires, nos hôpitaux, nos enfants, qui auraient sûrement été des praticiens motivés et se seraient installés en milieu rural. Merci. Merci, mon cher collègue. Je vais maintenant suspendre la séance en vous remerciant, Madame la Ministre. Mes chers collègues, elle sera reprise à 16 h. Voilà pour cette séance de questions cribles thématiques sur le thème de la situation de la médecine libérale en France. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, répondait aux sénateurs. Beaucoup de questions portaient sur son projet de loi santé, un projet de loi très critiqué, très controversé. Certains se sont inquiétés, comme la socialiste Michèle Meunier, de la suppression de la libre installation des médecins libéraux. La réponse de la ministre a été immédiate et très claire. La libre installation n'a pas été, n'est pas et ne sera pas remise en question par le gouvernement. En revanche, la ministre de la Santé a un peu moins rassuré les sénateurs quant à la lutte contre les déserts médicaux. Elle prône bien le développement des maisons de santé et l'incitation des jeunes médecins à s'installer dans les zones sous-dotées. Et puis la ministre n'a pas du tout convaincu les sénateurs de droite de la majorité ici au Sénat, comme la vice-présidente UMP Isabelle Debré, quand elle l'interrogeait sur l'esprit de sa loi, pas convaincue non plus par l'avenir de la relation entre les médecins et leurs patients, des médecins libéraux qui risquent d'être de plus en plus surchargés par l'administration. Voilà ce qu'il fallait retenir de ces questions cribles thématiques. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.